Voyons maintenant une nouvelle leçon, mais très liée à la précédente, qui s'intitule La fin des totalitarismes. Dans cette leçon, nous étudierons à la fois la fin du nazisme et la fin du stalinisme. Voyons tout d'abord grand 1, la dénazification, un processus court et incomplet. Petit 1, la dénazification de l'Allemagne. Alors, pour comprendre le processus de dénazification de l'Allemagne et surtout son contexte, il faut d'abord voir la situation de l'Allemagne à la fin de la guerre. En fait, 1945 est souvent considéré comme étant l'année zéro de l'Allemagne, avec l'idée que finalement tout est à reconstruire. En effet, l'État a disparu avec la défaite de ses dirigeants, les suicides de Hitler, de Himmler ou de Goebbels, les arrestations, les fuites. La population souffre énormément, de 7 à 8 millions de morts, 10 à 12 millions de réfugiés, une sous-alimentation qui devient très importante, et puis une économie totalement paralysée, ainsi que le montre la photo de Berlin, les villes et les infrastructures de transport sont détruites. La situation de l'Allemagne à la fin de la guerre se caractérise aussi par la tutelle des Alliés. En effet, le sort de l'Allemagne est réglé lors de deux conférences, la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam. Lors de la conférence de Yalta, en février 1945, les puissances alliées décident de réduire l'Allemagne dans son territoire et décident aussi de 4 zones d'occupation, de la division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation, de la division en 4 zones d'occupation également de Berlin et de l'Autriche. La conférence de Potsdam, qui réunit Staline, Churchill, puis Attlee et Truman en juillet début août 1945, se fixe pour but de définir les modalités de reconstruction de l'Allemagne. Modalités de reconstruction qui se feront autour des 4 D, c'est-à-dire la démilitarisation qui est finalement assez facilement réalisée, la décartélisation, c'est-à-dire le démantèlement des grandes entreprises liées au nazisme, la dénazification, il s'agit alors de dissoudre le parti nazi, mais aussi d'en enlever les signes visibles, par exemple de changer le nom des rues, et puis la démocratisation, c'est-à-dire des élections libres qui sont organisées entre 1945 et 1946. Voilà pour le contexte. Maintenant, voyons petit 2 les principaux aspects de la dénazification. Un des aspects les plus connus de la dénazification, c'est bien sûr le processus judiciaire contre les anciens nazis, avec le procès emblématique de Nuremberg qui se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. C'est le premier tribunal international de l'histoire. Les juges appartiennent aux 4 grandes puissances victorieuses et il a pour but de juger 22 criminels de guerre, 22 dirigeants du nazisme, ainsi que les organisations nazies, la Gestapo, la SS, la SA. Alors, 3 chefs d'inculpation sont avancés lors de ce procès. Il s'agit des crimes contre la paix, crimes de guerre, et puis un nouveau chef d'inculpation qui est créé à cette occasion, le crime contre l'humanité. Alors le tribunal réunit une abondante documentation, des papiers, des films, tournés à la libération des camps, des témoignages des victimes, ainsi les preuves présentées au procès sont très nombreuses. Les peines maintenant. 12 accusés sont condamnés à mort, on va pas donner toutes les peines, et 3 accusés ont été acquittés par le tribunal. D'autres sont condamnés à la prison à vie ou à des peines de prison un peu plus minimes. Alors, en fait, ce tribunal de Nuremberg est le premier tribunal, mais il y en aura d'autres ensuite, notamment des tribunaux militaires américains, qui vont mener à Nuremberg 12 autres procès jusqu'en 1946.
1945, contre des membres de la Gestapo, contre des SS, contre des médecins et également contre des industriels allemands. Mais le processus judiciaire n'est qu'un aspect de la dénazification. Voyons donc les autres moyens. Alors, les autres moyens, tout d'abord, il s'agit d'épurer la société allemande, notamment par l'envoi d'un questionnaire de 131 questions adressées à tous les adultes dans les zones occidentales. Il s'agit d'estimer le degré de participation au régime nazi. Il s'agit également de mesures administratives, le limogeage ou l'interdiction d'exercer des emplois publics pour les anciens nazis, comme la justice ou l'enseignement, et puis également des mesures qu'on pourrait appeler des mesures pédagogiques, et vous le voyez sur cette photo, les alliés, ou les anciens alliés en tout cas, vont imposer la vue de l'horreur aux Allemands, pour un but de prise de conscience. Ainsi, des visites entre guillemets, des camps de concentration sont imposés aux habitants des villes voisines, un visionnage de films réalisés dans les camps est également imposé. Plus largement, il s'agit également d'une rééducation des esprits par de nouvelles institutions, même si bien entendu il va y avoir une pratique différente selon les zones. À l'ouest, l'installation d'une démocratie de type libéral, à l'est, une installation d'un régime communiste de type soviétique, qui va insister vraiment sur l'antifascisme. Petit 3, une dénazification inachevée. Alors, une dénazification totale présente des difficultés. En effet, il est difficile d'épurer tous les domaines d'activité. Ainsi, un seul chiffre, en 1951 en Bavière, 94% des juges et des procureurs sont d'anciens nazis. La raison est relativement simple, c'est qu'il est impossible de se passer de toutes les compétences, les médecins, les juges, etc., dans un pays totalement détruit. Une difficulté qui s'ajoute, c'est l'exaspération des Allemands face à une dénazification imposée de l'extérieur. Alors, on va avoir une hostilité tout à fait affichée face au questionnaire dont on parlait tout à l'heure, et puis il va y avoir une réhabilitation massive à partir de 1946, lorsque les procédures judiciaires sont confiées progressivement par les anciens alliés à des tribunaux allemands. Les acquittements sont quand même relativement faciles à obtenir. Et puis, il va y avoir un changement dans les années 1947-1949. L'entrée en guerre de la guerre froide modifie les priorités. Il s'agit alors plus de lutter contre le communisme ou contre le capitalisme, selon que ce soit l'Allemagne de l'Ouest ou de l'Est. Il s'agit aussi de la reconstruction économique des zones. Et puis, en RFA, il y a également quand même une volonté d'amnistie par le chancelier Konrad Adenauer. Il s'agit ici de retrouver la cohésion nationale par deux lois d'amnistie, la loi de 1949 et la loi de 1954, qui enlèvent les faibles peines, c'est-à-dire inférieures à 3 ans de prison. Ainsi, on a donc une dénazification rapide, mais qui demeure inachevée, à la fois à cause des contraintes internationales, mais aussi des changements intérieurs. Grand 2, la sortie progressive du totalitarisme en URSS. Tout d'abord, petit 1, la déstalinisation de 1956, une sortie du totalitarisme, point d'interrogation. Alors, la mort de Staline fonctionne comme un élément déclencheur, en tout cas. Alors, en effet, dès la mort de Staline, en mars 1953, des changements politiques apparaissent rapidement. D'abord, une direction collégiale du régime est mise en place. Et puis, il y a les premières reconnaissances des fautes du régime stalinien, puisque des prisonniers du goulag sont libérés.
Nikita Khrouchtchev devient alors premier secrétaire du PCUS, c'est-à-dire du Parti communiste d'Union soviétique, à partir de 1953. La vraie rupture, ça va être le 20e congrès du PCUS en février 1956 et ses suites. En effet, le 20e congrès du PCUS est réuni en février 1956 à Moscou. Khrouchtchev y présente un rapport secret dans lequel il dénonce le culte de la personnalité de Staline et les crimes commis par le régime stalinien. Ce rapport est vite dévoilé et connu dans le monde entier en quelques jours, et il participe bien entendu à la déstalinisation de l'URSS. Pourtant, les conséquences sont quand même limitées puisque la démocratisation du régime se fait attendre. Petit 2, Gorbatchev et la fin de l'URSS 1985-1991. D'abord, réformer pour sauver l'URSS. Mikhaïl Gorbatchev veut réformer le système soviétique pour tenter de le sauver. Il est élu secrétaire général du PCUS en 1985, mais lors de cette élection, il prend la tête d'un État qui est miné par une crise généralisée. Il entreprend alors une vaste réforme politique, économique et sociale autour de deux mots d'ordre, glasnost et perestroïka. Alors, la perestroïka, qui signifie restructuration en russe, désigne la réforme qui vise à une restructuration économique. Cette réforme va aboutir à l'autonomie des entreprises d'État et au développement du secteur privé, notamment dans l'agriculture et dans le commerce, mais elle ne parvient toutefois pas à rétablir une situation économique qui était devenue catastrophique. Le niveau de vie des soviétiques s'effondre, ce qui va renforcer le mécontentement en URSS. Deuxième mouvement, la glasnost, qui signifie transparence en russe et qui vise, elle, à la démocratisation du régime soviétique. Elle se caractérise notamment par la libération des opposants politiques, la fin de la censure de la presse et le début de la candidature multiple aux diverses élections. Alors, cette démocratisation est si réelle qu'elle va dépasser assez vite le régime, puisqu'en fait, l'effet pervers, c'est qu'elle permet la critique contre le régime soviétique et elle engendre alors un vaste mouvement de contestation sociale et de revendications nationalistes. Ces revendications et ce mouvement de contestation aboutissent assez vite à l'effondrement du système. Dans le domaine politique, une démocratisation progressive va commencer à détruire les fondements du totalitarisme soviétique. En effet, en 1988 est autorisé le multipartisme et en 1990, le Congrès russe va abolir le rôle dirigeant du parti. En juin 1991, le réformateur Boris Eltsine est élu à la présidence de la République de Russie, ce qui crée pour la première fois depuis très longtemps un pouvoir concurrent de celui de Gorbatchev qui est, lui, demeuré à la tête de l'URSS et du PCUS. Donc je résume, il y en a un, Eltsine, qui est à la tête de la République de Russie et Gorbatchev qui demeure à la tête de l'URSS. On assiste parallèlement au réveil des aspirations nationales dans les diverses républiques soviétiques. Ainsi, les républiques baltes et la Géorgie proclament l'indépendance en 1990. De fait, l'URSS cesse d'exister. Peu à peu, l'interdiction du Parti communiste va vider de sa substance le pouvoir de Gorbatchev, et le 25 décembre 1991, Gorbatchev prend acte de ce bouleversement en annonçant sa démission de la présidence d'un État qui n'existe de toute façon déjà plus. Voilà, c'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à vous abonner si vous le pensez utile et n'hésitez pas également à laisser un commentaire pour poser des questions, j'y répondrai, voire pour indiquer aussi quel type de vidéo peut vous être utile. Ça peut m'aider à enrichir cette chaîne. Merci à tous.